Bonjour, je m'appelle Alfred Almandra, je suis originaire plutôt de l'Agile. Je m'appelle Damien et je suis plutôt originaire du Lean. Et tous les deux, donc on s'est croisés il y a 10 ans dans les communautés agiles. Tu faisais, je crois, une conférence sur l'entreprise libérée. Oui, c'est ça, sur le livre d'Isaac Getz. Et on a eu l'occasion d'en découvrir un peu plus sur nos métiers respectifs, à la fois les compétences, à la fois les entreprises et les types de missions sur lesquelles on intervenait de part et d'autre. Et puis, grâce à Damien, on a eu une première opportunité chez un client chez qui on s'est dit, tiens, et si on essayait de faire des choses ensemble ? C'est ça, et si on essayait de faire des choses ensemble. Et c'est l'objet de cette conférence, c'est de vous montrer comment on a réussi, ou en tout cas on a travaillé sur la fusion, la réconciliation, vous mettez le mot que vous voulez, entre le Lean et l'Agile, parce que le Lean, c'est pas fait pour les services. Et l'Agile, c'est pas fait pour l'industrie. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est notre retour d'expérience sur notre modèle d'affaires et des défis qu'on a rencontrés. C'est bien sûr limité à ce qu'on a pu voir, expérimenter dans notre cadre à nous. Donc c'est un pur retour d'expérience, c'est pas du tout prescriptif, c'est juste voilà comment on s'y est pris. Ouais. Et on ne va pas essayer d'être exhaustif, on a fait exprès de garder du temps pour les questions, donc on a picoré un certain nombre de choses qu'on a mis en œuvre et dont on a trouvé qu'elles marchaient plutôt bien. À deux. Alors la première chose, effectivement, c'est les rendez-vous à deux. Ça a été une bonne surprise dans le sens où, dès le premier rendez-vous, avant même qu'il y ait un éventuel contrat, on ne parle pas encore de client, on est dans un rendez-vous des fois de découverte, des fois de prospection. On a trouvé qu'en intervenant à deux, on pouvait directement avoir un double rôle très intéressant. Un premier qui va pouvoir mener le dialogue avec la personne ou les personnes rencontrées, et puis une position un peu méta, à la fois d'écoute, d'observation, de repérer des signaux, des mouvements, des étonnements, des fois des choses positives, des fois négatives, et qui permettent soit directement en séance, soit à froid, eh bien, d'avoir une prise de recul très intéressante et de ne pas rester limité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si on était resté tout seul. Alors tout de suite, comment ça s'est fait pratiquement ? Vous l'aurez compris, c'est plus Alfred qui parle. Trop. Et généralement, il commençait à parler, et derrière, moi j'écoutais attentivement, et écouter attentivement, ça veut dire surtout prendre des notes, et via ce qu'on appelle du sketchnoting. Et ça permettait de formuler très rapidement ce que Alfred disait et ce que son interlocuteur ou interlocutrice nous restituait. Donc ça a été la force, c'est-à-dire que très rapidement, on arrivait à identifier un besoin, un irritant, quelque chose qui nous permettait de dire « Tiens, c'est peut-être là-dessus qu'on peut vous aider ». Alors une anecdote qui me fait beaucoup rire avec le recul. Un jour, on est en rendez-vous comme ça, c'est la première fois qu'on rencontre les personnes. Effectivement, cette fois-là, un peu comme d'habitude, même s'il y a eu des fois dans les deux sens, donc c'est plutôt moi qui mène la discussion, et Damien qui est effectivement de côté et qui écoute, prend des notes, etc. Et puis la discussion avance bien, et à un moment donné, Damien dit, bon, bah, du coup, si on comprend bien votre problématique, et là il tourne sa feuille et il dit, bah, voici le problème que vous remontez, ce sont des symptômes, voici en fait les leviers sur lesquels on pourrait agir, et puis bah, voici 3 étapes qui permettraient de progresser. Donc la personne en face de nous, scotchée, qui nous dit bah oui, ça résume très bien, et puis je suis très intéressé par cette proposition. Donc on sort du rendez-vous, on est très content, et je fais le retour à Damien en me disant waouh, c'est incroyable que dans un temps si court, tu aies pu formaliser ça. Et toi, qu'est-ce que tu m'as dit ? Mais c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ça qui est bluffant, c'est qu'en fait, dans l'échange entre ce que dit la personne et ce que moi je lui rétorque, finalement, on mène une discussion, et sans y prendre garde, que ça vienne d'elle, que ça vienne de moi, peu importe, on se rend compte qu'il y a des pépites qui passent, et s'il n'y avait pas Damien à côté pour les attraper, en fait, juste, elle passerait à la trappe et elle passerait inaperçue, personne ne les aurait vues, quoi. Donc ça a été un super enseignement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment matière. C'est pas juste le fait de dire soyons attentifs à tel ou tel signal, c'est vraiment de se dire que quand on est à deux, eh bien, il y a des choses que la personne qui est en position méta peut attraper, que l'autre personne ne pourra pas parce qu'elle est trop la tête dans le guidon, trop dans le fond de la conversation.
pour finir la petite anecdote, j'avais même marqué un prix en bas à droite en disant c'est le devis. Bon, on n'a pas gagné. Des sketch notes. Alors, pour cadrer le besoin, est-ce qu'il y en a par ici qui pratiquent le sketchnoting, ce qu'on appelle la prise de notes très rapide? L'objectif, c'est pas que ce soit joli, c'est pas de faire des jolis dessins, c'est une pensée systémique, on pourrait dire, une pensée globale, macro, sur voilà ce qui vient de s'échanger, voilà ce qu'on vient de me dire, et voici la compréhension que j'en ai. Donc, c'est non exhaustif. 2, c'est subjectif, parce que j'ai noté ce qu'elle m'a dit, mais je m'astreins à ne pas reformuler. Donc c'est vraiment du verbatim. Et c'est la puissance des verbatim qui a fait qu'on peut faire des propositions. Donc ça a bluffé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça a apporté de la valeur très rapidement à nos interlocuteurs. C'est-à-dire que très rapidement, on peut leur donner en disant « voici la compréhension qu'on a de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous pouvez valider ?» Et c'est vrai qu'ils aiment bien jouer avec le dessin, ils le prennent, ils le touchent. Absolument. Alors nous, on est probablement l'exemple typique où nos sketch notes, c'est pas l'illustration jolie, qu'on dénigre pas, et il y en a qui ont un coup de patte pour ça, mais typiquement, l'impact et la valeur ajoutée du sketch note, il est beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on a attrapé, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a restitué, parfois aussi en se trompant dans ce qu'on pense avoir compris, mais qui permet tout de suite à la personne en face de formuler un feedback et de voir où est-ce qu'on a mal compris, où est-ce qu'il manque une information, et dans quel cas ça permet tout de suite d'itérer, alors qu'encore une fois, on peut très bien être dès le premier rendez-vous. Pour information, les sketch notes, de plus en plus, on les met directement dans les devis et dans les contrats. Alors, bien sûr, ça ne constitue pas en soi tout seul le devis ou le contrat, mais par contre, dans la synthèse de qu'est-ce qu'on a compris de vos problèmes et de qu'est-ce qu'on propose comme démarche, eh bien ça en fait partie, et il se trouve que des clients nous ont dit que c'était différenciant. Vous pouvez le laisser aussi à la fin, c'est matériel. C'est-à-dire que tout de suite à la fin du rendez-vous, c'est pas juste je vais vous faire un compte rendu, je vais vous envoyer une proposition, vous laissez une trace immédiate. Et c'est appréciable pour votre interlocuteur, et ça, des fois, peut-être peser dans la balance. Alors, une des choses qu'on a expérimentées nous-mêmes dans nos modèles d'affaires, c'est les contrats dits agiles. Alors, je vais tout de suite faire un lien et remercier aussi Marion et Julien qui nous ont accueillis tout à l'heure au podcast On part en prod. Et justement, la discussion qu'on a eue ensemble, c'était sur les contrats agiles, qui sont, on va dire, une troisième voie par rapport aux deux contrats traditionnels, engagement de moyens et engagement de résultats. Alors, bien sûr, comme on l'a dit dans le podcast, n'importe quel type de contrat est toujours le meilleur du monde quand tout va bien. Là où on peut vraiment tester la valeur ajoutée des contrats, c'est lorsque justement tout ne se passe pas comme prévu. Est-ce que ces contrats sont là pour protéger une partie, les deux parties ? Est-ce que pour que l'un gagne, il faut que l'autre perde ? Voire même, sans qu'on y prenne garde, est-ce que les deux se retrouvent perdant-perdant ? Et finalement, les contrats agiles, comment est-ce qu'ils peuvent transformer justement l'inconnu, l'incertitude, la complexité, le changement en opportunité, vraiment dans une démarche gagnant-gagnant ? Alors dit comme ça fait un peu abstrait. Nous, on l'a expérimenté dans nos modèles. Donc par exemple, un des 4 contrats agiles, en l'occurrence le stop ou encore, on l'a expérimenté de nombreuses fois. Alors en toute transparence, on ne l'a pas expérimenté plus de 10 fois. Non. Mais par contre, chaque fois qu'on l'a proposé, ça a plutôt bien marché. Et donc le principe du stop ou encore, il est très simple. C'est que le client sait exactement quelle durée ça dure et combien ça coûte. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, il peut y avoir des garde-fous, à la fois pour eux et pour nous. Il y aura au minimum ça et au maximum ça. Mais il n'y a pas un contenu exact, précis. Alors la première fois, ça fait un peu bizarre. Il y a un côté on paye pour voir. Il y a une prise de risque. Par contre, quand la confiance est installée, ça peut être un très bon levier. Et l'avantage du stop ou encore, c'est que parmi les clauses agiles, c'est probablement celle qui justement rend par définition le périmètre le plus adaptable. Et le principe, c'est que le client, avec un petit délai de prévenance, avant la fin d'une première échéance, à tout moment, sans devoir justifier, peut décider stop ou encore. Dans la littérature, ce format-là s'applique aussi au fournisseur. Le fournisseur, je l'ai déjà vu chez un client, où c'est le fournisseur qui a dit, à la fin de la première étape, a dit « je ne vais pas plus loin ». Et le format du contrat fait qu'on n'a pas à le justifier, en tout cas pas contractuellement. Après, informellement, c'est toujours intéressant, effectivement, si on le souhaite, de partager pourquoi. Et donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté plusieurs fois.
Alors je sens que vous vous dites, mais comment ils ont fait concrètement? Il y en a peut-être qui ont commencé à lire le slide, l'exemple. L'avantage du stop ou encore, ça a été proposé à quelques clients, effectivement, c'est que on va proposer un accompagnement. Alors, on fait de l'accompagnement, vous l'aurez compris, ça peut passer sous de la formation, ça peut être l'accompagnement de chef de projet, ça peut être la prise de poste comme chef de projet. Mais dans tous les cas, dès qu'on commence à avoir des enveloppes qui vont dépasser le 5 000 €, qui vont monter à 10 ou à 15 000 €, nos interlocuteurs ont toujours peur d'aller présenter ça. Il faut le défendre. Voilà, il faut le défendre. L'avantage du stop ou encore, c'est qu'avec l'information qu'on vient d'avoir, on peut dire, il nous semble, avec les infos qu'on a, voici ce qu'on vous propose sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois. Et saucissonner en stop ou encore. Avec, vous l'avez vu, c'est un gagnant-gagnant. Donc c'est un engagement. L'engagement, c'est, on vous demande de nous payer 20% d'un acompte sur une première partie. Donc on va faire simple, 15 000 €, 5 000, 5 000, 5 000, avec à chaque fois une explication de ce qu'on veut faire. Donc vous avez un engagement, vous nous payez 20%. Qu'on ait fait quelque chose ou pas. D'ailleurs, on fait souvent notre avant-vente, on a déjà commencé la prestation. Et ensuite, on fait la réalisation, et à la fin de la réalisation, sur un planning qui a été plus ou moins défini, on va facturer les 60% restants, complémentaires. Et là, on va prendre la décision, comme l'a dit Alfred, soit fournisseur, soit client, de dire on s'arrête ou on continue. Et il y a ce 20%. Donc quand on présente ce type de contrat, bien qu'il y ait une estimation à 15 000, l'engagement est à 80% de 5 000. Et vous avez toujours une possibilité de sortir. Donc, c'est intéressant, notamment pour ce type de prestation où effectivement, on n'est pas en train d'installer un nouveau matériel, on n'est pas en train d'implémenter un nouvel outil qui peut voir, tiens, avant je produisais 100, maintenant je produis 200, donc voilà ce que j'ai gagné. Ça reste ce qu'on appelle du soft skills. Donc là-dessus, ça peut présenter un gros avantage pour éviter de dire quoi? Je veux payer deux gars à 15 000 balles? Ça va tout de suite désacraliser, dédramatiser. C'est particulièrement vrai quand l'interlocuteur qu'on a en face de nous n'est pas le décisionnaire ultime, ce qui est souvent le cas, ou n'est qu'un décisionnaire parmi plusieurs, et qu'on n'y a pas accès. Et dans quel cas, ça peut leur permettre d'avoir un argument supplémentaire. On précise que cette possibilité de dire si ça s'arrête plutôt que prévu, vous n'avez pas à payer le petit reliquat, ça ne fait pas partie en soi du contrat stop ou encore dans l'absolu. C'est nous qui avons décidé d'ajouter ce paramètre. Si vous voulez en savoir un peu plus, on a mis les références et évidemment on mettra à disposition la présentation. Donc Alfred effectivement a fait une conférence sur spécifiquement les contrats agiles. On a évolué, on a poussé un peu plus loin. On a dit, tiens, on commence à avoir une fusion entre notre approche lean et agile. Alors, brièvement, le lean dans l'industrie, on va dire que c'est arrêter de faire des choses qui ne servent à rien pour le client. Et dans l'agile, on va dire que c'est arrêter de faire des choses qui ne servent à rien pour le client. Mais sauf que c'est dans l'industrie et l'autre, c'est dans les services, et ça nous a semblé très évident. Et on s'est dit que dans le monde du service, qu'est-ce qu'on peut appeler le monde du service, Alfred? Alors on appelle ça des fois aussi les métiers du savoir, les métiers de conception, un terme que je trouve moins approprié, mais les métiers intellectuels. Et on peut aussi parler de l'immatériel. Donc ça peut être très bien une entreprise effectivement pure de service, une banque, une assurance, de l'intérim, comme ça peut être des fonctions de back-office, de support d'une industrie. Voilà. Et pour ça, on a créé, en fait, on s'est dit, tiens, on a réussi à fusionner ce lean et cet agile, parce qu'on a beaucoup presté ensemble. Donc j'ai énormément appris d'Alfred sur les méthodes agiles. Et j'espère que Et moi, j'ai beaucoup appris de toi sur le lean, et pas que, puisque tu avais un passé de contrôleur de gestion. Donc sur les aspects contrôle de gestion, finance, j'ai beaucoup appris aussi. Et cette fusion empirique, cette expérience empirique, on en a fait un diplôme universitaire qu'on a testé, on est lyonnais, et on a travaillé avec l'Institut des sciences de finance et d'assurance pendant 2 ans, où on a créé un diplôme universitaire et on a eu des promotions où on les a accompagnés dans un parcours pour obtenir un diplôme universitaire. Donc un diplôme universitaire, ce n'est pas un bac plus, c'est une compétence pour ceux qui connaissent, et ça nous a permis de tester. Qu'est-ce qu'on a appris ?
Alors déjà, on a appris que les gens étaient très contents et qu'ils mettaient en place derrière. Quelque chose que vous avez peut-être déjà observé, en tout cas moi je l'ai vu, c'est que, pas que en agile, parfois les employés vont en formation, puis quand ils reviennent, ils ont du mal à cranter. Là, par construction, dans ce diplôme universitaire, on s'est inspiré notamment de ce que tu faisais toi dans les évaluations, dans les certifications du Lean Six Sigma. Pour être certifié, il ne faut pas seulement avoir suivi le parcours, qui dure de mémoire 105 heures. Oui, c'est ça. Il faut aussi l'avoir implémenté, donc idéalement dans son entreprise, en tout cas d'avoir un contexte réel sur lequel l'appliquer. Il faut en produire un mémoire et il faut présenter une soutenance. Et c'est un jury d'experts, donc typiquement un formateur et quelqu'un d'une entreprise, indépendamment des formateurs. C'est au moins ce binôme-là qui va évaluer, qui va juger de la présentation et qui va à la fin dire si oui ou non le diplôme est obtenu ou pas. Et plusieurs fois, c'est arrivé. Je ne sais plus quel est le taux qu'on a eu sur les différentes promos, mais on a dû avoir 70 ou 80% des gens qui l'ont obtenu, et puis une partie qui ne l'ont pas obtenu. Qui ne l'ont pas obtenu. Et je trouve que ça, c'est aussi un critère. Quand tout le monde l'a, j'ai du mal à comprendre la valeur ajoutée, le niveau d'impact que ça témoigne. Quand on suit un cursus à la fois théorique et pratique, et qu'à la fin, une partie seulement l'obtient, ça me laisse une impression que le niveau est probablement plus important, plus pointu que lorsque, je vais caricaturer, mais on part 2 jours, 3 jours, 5 jours, et qu'on revient et tout le monde là. Ça fait un peu l'école des fans pour le dire comme ça. On s'est amusé. On a eu un mode pédagogique qui n'a pas été uniquement descendant, mais qui a beaucoup mis en situation pour provoquer une situation et en tirer une expérience et un enseignement. Donc on a beaucoup partagé pour faire des jeux. Là, vous voyez, il y a des confettis. Ça vient du Lean. C'est un jeu assez classique sur fabriquer des confettis. Vous connaissez certainement le Lego for Scrum, bien entendu. La balle supersonique, certains doivent le connaître. La balle supersonique, c'est on se fait passer la balle et puis bravo, félicitations, pouvez-vous faire mieux. Le jeu des cartes, c'est un jeu qui vient du Lean et qui va mettre en situation une chaîne très simple. Mais ça a été notre parti pris, ça a été d'abord de faire jouer. D'abord on fait et on discute après, en gros, grosso modo. Alors, j'aime particulièrement cette photo parce qu'elle date un petit peu, elle remonte à 2015, donc justement l'année où on s'est rencontrés. Et de cette première opportunité chez une cliente qui nous a fait confiance sur ce point, on a entendu sa demande, sa problématique, et en même temps on lui a proposé d'agir sur quelque chose d'un petit peu décalé, un peu différent. Et on a été picoré comme ça dans nos boîtes à outils respectives, dans celles des communautés, et on lui a proposé un parcours à façon. Donc cette photo, elle me fait souvenir de cette période-là. Et il se trouve que depuis, on n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté à la fois de construire des ateliers à façon, sur mesure, mais aussi de prendre des ateliers existants et de les adapter à des contextes clients, des fois sur des formats plus courts, des formats plus longs, des fois agencés différemment. Bref, ce qu'on a découvert, et c'est un peu aussi ça l'enseignement de ce slide, c'est qu'à un moment donné, et j'inclurai aussi Benjamin, un autre confrère qui est spécialiste UX, avec qui on a beaucoup collaboré aussi sur d'autres projets. À un moment donné, plusieurs fois, on a pris du recul et on s'est dit waouh, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient à la fois de vendre et d'exécuter chez un client, franchement, enfin, ça en jette et on pourrait le décliner ailleurs, on pourrait le faire. En réalité, cette chose-là n'a jamais marché. C'est un gros fail. Alors, on n'a pas mis beaucoup d'énergie dessus, c'est vrai aussi. Mais ce côté packagé en une fois qu'on va décliner de partout, en fait, c'est même pas que ça marche pas, c'est que ça séduit pas, ça raconte pas du tout la même histoire. Les seuls chez qui on a pu le reproduire, c'est des écoles, et encore en ajustant un petit peu. Mais voilà, à part des parcours académiques où là, les personnes au contraire sont contentes de dire « Oh, vous avez un truc sur l'étagère, super, on peut dérouler », globalement, dans les entreprises, ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est de descendre d'un cran le niveau de granularité et de se rendre compte que nous, on a tous ce vivier de boîtes à outils, de techniques, de choses qu'on récupère ou de choses qu'on fabrique. Et par contre, on fait, nous, le pont, le lien entre ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on suppose, nos hypothèses, nos croyances, nos expériences, et puis
Et puis on fait, à un moment donné, on propose quelque chose au client, et puis si ça fait mouche, eh ben, ça raconte une nouvelle histoire, mais finalement, il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent exactement. Donc c'est plutôt des boîtes à modules dans lesquelles picorer. Donc typiquement, on s'est fait plaisir à monter ça, mais ça n'a pas fonctionné. Mais le chemin faisant, on est quand même intervenu dans de très nombreuses entreprises, à deux, ce qui n'était pas gagné d'avance, hein, parce qu'à deux, tout de suite, ça va me coûter 2 fois plus cher. Et on a dit, peut-être, mais peut-être 4 fois plus de valeur. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire à deux en 4 fois moins de temps, avec une livraison qui était à forte valeur ajoutée. Du fait de cette interaction, je l'écoute, je prends des notes, ou inversement, et on en retire la valeur. Donc, un exemple. On a fait une formation chez un de nos clients. On ne citera pas les noms d'entreprise, c'est pas la peine de nous poser la question. Mais Alfred expliquait les principes de l'agilité, il formait des équipes, et on avait pris le parti de ne pas écrire tous les slides. C'est-à-dire qu'on avait juste une trame. Okay, donc, les participants étaient plutôt surpris. C'est où le support et tout. Et on avait poussé les tables et on a fait tout de suite des jeux. Je crois que tu avais fait le radiateur. Je ne me souviens plus des jeux, les vaches et spécifications. Si ça parle à certains d'entre vous, vous voulez nous voir après et nous demander le détail, on vous le donnera. Mais moi, j'ai rien dit de la formation. J'ai pris des photos et tout de suite, je les chargeais et je les mettais sur un PowerPoint et je commentais. Je disais, tiens, Alfred, il a dit ça, c'est le concept, c'est le concept. 5 minutes après la formation, j'ai donné le support qui était adapté et qui était la retranscription de ce que les apprenants avaient suivi. Et là, l'impact, l'effet waouh, le fameux effet waouh, c'était pas l'effet waouh, c'est même Alfred a fait, mais c'est déjà prêt, d'accord. Donc l'histoire à deux, oui, c'est très difficile à vendre, d'accord, mais derrière, toujours dans l'esprit de l'agilité, c'est dans un temps hyper contraint, comment je vais réussir à livrer un maximum de valeur. Je ne suis pas du tout issu de l'agile, je ne suis pas du tout un développeur, mais Alfred m'a expliqué que le pair programming venait de là. Je développe, je fais un programme, et automatiquement, tout ce que j'ai écrit doit être relu par mes pairs, ce qui est normal pour éviter les erreurs. Donc on voit très bien, je développe, je relis, c'est pas ça, attends, je corrige, après tu relis, et voilà, ça fait des allers-retours. Donc on a fait du pair programming, c'est en même temps que tu programmes, je suis en train de relire. Mais c'est un peu dans cet esprit. Donc oui, là, à l'instant T, il faut que je paye 2 gars, mais j'ai réduit énormément mon délai et j'ai développé énormément ma charge. C'est ce qu'on a voulu retranscrire dans notre nouveau projet, qui est la publication de ce livre, c'est-à-dire les routines qu'on a utilisées pour se défaire de la routine ou réduire le délai sans s'essouffler. Je vais tout de suite faire une toute petite parenthèse pour les développeurs qui auraient entendu ça. Le pair programming, c'est pas que de la relecture croisée. Juste, venez pas nous aligner à la fin. Je suis un prophète. Mais c'est une des choses. Blague mise à part, il ne faut pas confondre le coût unitaire et en plus la perception qu'on en a. Si je paye 2 gars, ça va me coûter plus cher. C'est un risque, mais en fait, c'est qu'une croyance. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact, la valeur ajoutée d'un délai nul, d'un délai zéro. À partir du moment où on a expérimenté ça, ce côté roman photo qui est directement dans les boîtes mail des apprenants, vraiment à l'instant final, quand on clôture, ça a de la valeur en fait. Et depuis, c'est quelque chose aussi que je propose aux équipes que j'accompagne, indépendamment des sujets même d'agilité, juste de facilitation de réunions, d'ateliers. C'est quelque chose qui est peut-être pas complet, peut-être pas parfait, mais qui tout de suite capture l'instant T. Alors ça demande quand même 2-3 petits garde-fous. Par exemple, on demande aux gens d'écrire en majuscule, peut-être de ne pas raturer, ou alors si c'est raturé, de prendre le temps de réécrire, etc. Mais de se dire, on part d'un workshop, il y avait des dizaines de personnes, et on a directement le roman photo qui montre d'où on est parti, où on est arrivé, quelles sont les conclusions. Cette chose-là, quand elle est prête immédiatement, ça a de la valeur. Un délai zéro, ça a de la valeur, ça a de l'impact. Et accessoirement, ça nous évite tout un tas d'allers-retours et d'améliorations ensuite. Si la personne a tout de suite quelque chose dès ce soir, est-ce que vraiment elle va demander ou payer quelqu'un pour, dans les jours à venir, aller chercher le pouillème supplémentaire? Pour rebondir sur ce que dit Alfred, un jour, un de mes clients, je lui remets les sketch notes et il me dit, Damien,
je ne vous paye pas pour faire des dessins. Pas faux. Et je lui réponds, il n'y a pas de souci, je peux vous facturer une demi-journée pour vous faire des jolis PowerPoint. Il m'a dit, je me contenterai des dessins. Donc notre nouvelle expérimentation du moment, c'est un livre. Alors pour donner un tout petit peu de contexte, donc on vous a mis le lien vers la page qui permet d'en savoir un tout petit peu plus. En fait, depuis des années, une des choses qu'on a mis aussi en place, c'est entre nous, de garder du temps pour tester, se former, expérimenter, se challenger, etc. Et dans ce cadre-là, l'année dernière, l'automne dernier, on discutait de comment toucher des entreprises qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas, qui ne viennent pas nous chercher, qu'on a du mal à atteindre. Bref, comment étendre, et ce n'est pas que pour nous, nos business, c'est au sens large, comment la communauté agile peut avoir un impact et apporter de la valeur ajoutée à des entreprises dont on pense, nous, qu'elles mériteraient d'aller y regarder de plus près, mais qu'on a du mal à atteindre. Donc on échange là-dessus. Et à un moment donné, c'est toi qui proposes, tiens, et si on écrivait un livre? Alors clairement, écrire un livre, enfin, je sais pas, tu l'avais pas fait avant, je crois. Non. Voilà, moi non plus. Et objectivement, je n'avais pas forcément imaginé ou vocation à le faire. Mais en tout cas, le point de départ est intéressant. D'ailleurs, ce livre aurait très bien pu ne pas exister. Il n'en reste pas moins que l'intention qui est derrière, l'objectif qui est derrière, nous, on le trouve pertinent, donc on continue de le suivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans la démarche pour construire ce livre, justement de manière itérative, on a été regarder des personnes, on a été solliciter des personnes qui l'avaient déjà fait, ce qui nous a amené à solliciter des éditeurs, ce qui nous a amené à rencontrer des personnes sur le terrain, certaines qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas, d'avoir de très belles surprises, de commencer à faire des interviews. On n'avait pas le début d'une histoire de qu'est-ce qu'on voulait mettre dans ce livre, par où commencer, etc. Et puis finalement, c'est en faisant, je crois que c'est Benjamin ce matin qui l'a très bien dit dans la keynote, c'est parce qu'on s'y jette et qu'on fait quelque chose, eh bien, que le chemin se construit au fur et à mesure. Et il se trouve que ce livre, eh bien, la forme qu'il a prise au début de cette année, c'est qu'on a réalisé des interviews de professionnels qui mettent en place des choses. On les fait parler, donc on a la transcription complète de l'interview, on les questionne, etc. Ensuite, nous, entre nous deux, on va commenter certains aspects, parce que ça va faire un écho, ça va amener des liens avec ce qu'on a déjà vu, nous, dans nos expériences. Et puis, on injecte, pas trop, mais par-ci, par-là, des routines, des pratiques, des techniques, dont on pense qu'elles ont un très bon ROI, c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve suffisamment léger, facile, actionnable, et qui permet potentiellement de rapporter gros. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on permet au lecteur, à la lectrice, d'aller picorer, de s'inspirer et de se dire tiens, mais moi aussi, je pourrais, par exemple, tester cette technique ou voire même en créer une de mon côté. Et finalement, le livre, enfin moi, l'année dernière, on se disait mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Pas sûr, et c'est pas grave, mais en tout cas, la finalité est intéressante. Et puis finalement, je crois que la première interview enregistrée en janvier, et finalement, le livre, stylo levé, au mois de juillet, fin juillet. Le livre est terminé. Et on a le plaisir aussi d'avoir maintenant officiellement la préface de Jean-Michel Bérard, qui est le président fondateur de l'entreprise Esker, qui sur Lyon, donc une entreprise qu'il a fondée à la sortie de ses études sur Lyon, est une entreprise relativement connue de la communauté agile, puisque Esker soutient la communauté agile depuis maintenant plus de 15 ans. Et il y a beaucoup de retours d'expérience chez Esker. Donc ça, c'est aussi super intéressant pour nous d'avoir cette préface qui fait complètement le lien. Et donc la préface nous a tellement plu qu'on a décidé de la publier avant le livre. On est encore en cours de discussion avec des éditeurs. Donc pour l'instant, le livre papier n'existe pas. Mais la préface est déjà en ligne. Vous pouvez la trouver sur cette URL. Donc pour résumer ce que vient de dire Alfred, c'est qu'on était chez lui dans sa cuisine début octobre 2024 et que le 1er juillet 2025, le livre était fini. Plus de 450 000 signes. Grosso modo, un éditeur vous demande entre 400 000 et 600 000 signes avec espace. On avait écrit le livre début juillet. C'est fini. Mise en page, tout ce qu'il faut. Donc là, maintenant, on est simplement en recherche effectivement d'éditeurs et en discussion avec les éditeurs. Ça veut dire qu'on est venu appliquer également dans ce nouveau projet le fait que le temps est contraint et que le but n'est pas de chercher plus de temps, mais de travailler sur la charge. Et c'est ce qu'on voudrait
partager avec vous pour vous montrer ce qu'on a fait. Petite interview rapide, à main levée, pas besoin des micros, vous dites juste le nombre, c'est combien d'emails avez-vous reçus depuis ce matin, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous êtes réveillé. Voilà. Et que vous avez allumé votre téléphone, s'il y en a qui veulent le dire, je ne vous demande pas le nombre de mails exact, mais essayez de jouer le jeu. Combien de mails avez-vous reçus? D'ailleurs, moi j'en ai reçu, j'ai regardé tout à l'heure, il y en avait à peu près une trentaine. Voilà. Donc, on ne compte pas les boîtes mail spam. Ah oui, je suis pas allé voir les spams. Si vous avez quelque chose qui met de côté, ça on ne le compte pas, mais juste la boîte mail principale. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent partager combien de mails ils ont reçus depuis ce matin? Je vois que tout le monde regarde son portable, j'espère que c'est pour répondre à ma question. Un premier jet. 22. Il y a 22 à ma gauche, 22 à votre droite. La même chose. Ah, il faut... Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de combien de mails avez-vous reçus depuis ce matin? Bon, on va prendre ces deux exemples. 22. Donc il est... Messieurs les étudiants, il est quelle heure? 15h40, quelque chose comme ça. Perdu. 15h42. Et vous vous êtes levé à... Très tôt. Tu rentres bien dans l'intimité des gens. À 7h. Donc en gros, ça veut dire qu'entre 7h et maintenant, il y a 22 personnes qui sont rentrées dans votre bureau en disant « Dis, t'as pas 5 minutes ». En gros, c'est ça. Voire plus. Voire plus, oui. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, si on matérialisait les mails qui arrivent par « T'as pas 5 minutes », ça deviendrait juste infernal. 22 personnes qui viennent, c'est pas possible. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on a cherché à faire dans ce livre. Pardon, je suis allé un petit peu trop vite, on va revenir en arrière. En gros, dans l'industrie, c'est comme 22 semi-remorques qui arrivent et qui, en 6 heures, vous déchargent toute leur cargaison. Ça passe pas, il n'y a pas la place. Et vous, c'est ça. Quand je dis vous, parce que je suppose que vous êtes plus issus du service, la grosse difficulté du service, et c'est pour ça qu'on s'adresse au service, c'est qu'en fait, on ne le voit pas. C'est-à-dire que le flux de mails, et je parle de mails de notification, tout ce que vous voulez, est en continu à l'infini, parce que la capacité à recevoir des mails est infinie. Ça peut continuer en boucle, infiniment. Alors que les camions, ce n'est pas possible. Et c'est ça qui va faire la petite différence entre l'industrie et le service. C'est ce pourquoi ça peut être intéressant de s'inspirer de l'industrie pour le service, et inversement, c'est que l'industrie dit « stop ». J'ai plus la place. L'industrie, c'est dire non. On l'a entendu dans les différentes conférences agiles. La première chose, c'est de savoir dire non. Non parce que j'ai pas envie. C'est non parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a plus de place. Et ça, c'est très compliqué quand vous avez des outils, des systèmes qui sont en capacité de recevoir à l'infini des nouvelles demandes. Voilà. Donc les mails, ils peuvent tomber, touc, 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 ça tombe à l'infini. Et c'est ça qu'on adresse dans notre approche avec Alfred, c'est comment je vais mettre en place des routines, des techniques légères pour, dans ce flux continu, identifier ce qui fait le plus mal, qui est le plus urgent, s'assurer que c'est effectivement urgent, réussir à gérer la charge au regard du temps que j'ai. Alfred, tu veux rajouter quelque chose? Je fais une petite parenthèse sur les mots lean et agile, dont on a souvent vu dans la littérature, dans les communautés, qu'on les opposait. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rapproche, lean, agile, etc. Il me semble que souvent, quand on essaye de les comparer, en fait, derrière, ce qu'on est vraiment en train de comparer, c'est leur terrain d'application. En fait, lean et agile, moi je le dis comme ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est la même chose. L'un est enfant de l'autre et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, il se trouve que historiquement, le lean a beaucoup été appliqué dans l'industrie et que dans l'industrie, on est effectivement souvent sur du physique, du matériel. Donc les files d'attente sont palpables, elles sont tangibles, elles s'accumulent, elles stagnent quelque part, on les voit, on les touche et des fois elles bloquent, ça sature. Alors que dans les services, on est dans l'immatériel. Ça ne veut pas dire que ça ne bloque pas des fois, mais en tout cas, l'accumulation de travail en cours va plutôt occuper de l'espace disque et ne va pas être aussi dérangeante de manière tangible que des palettes, ou etc. Mais en réalité, ce qu'on compare souvent, pas toujours, mais ce qu'on compare souvent entre lean et agile, c'est pas tellement les approches, les techniques, la posture, mais c'est surtout les contextes dans lesquels ils s'appliquent.
Et ce qu'on ne peut que vous inviter à faire, c'est prendre du recul et de se dire finalement, Ligne Agile, il y a des boîtes à outils dedans, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des approches très intéressantes, et qu'en fait, elles marchent extrêmement bien dans les deux mondes. Par contre, ça demande une chose, à prendre du recul et à comprendre quelle est l'intention. Hein, c'est la fameuse métaphore, celui qui monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est un peu la même chose, c'est que si on regarde Ligne Agile en tant que sac de méthodes ou de techniques, et qu'on compare juste les techniques, on rate quelque chose, c'est quand on applique telle technique dans tel contexte, qu'est-ce qu'on cherche véritablement à obtenir? Et quand on applique une autre technique dans un autre contexte, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Et de se rendre compte que finalement, en termes d'émancipation des collaborateurs, en termes de découvrir, tester et délivrer la meilleure valeur ajoutée centrée client, sur le côté efficience, limiter l'encours, travailler en flux, devenir de plus en plus prédictible, reprendre la main sur un système qui au départ est exploratoire et qu'on essaie de rendre un peu plus connu et maîtrisé. En fait, quand on regarde ça sous cette tone-là, Ligne Agile, c'est pas si différent que ça. On vous partage juste une technique légère qu'on a utilisée à travers un outil qui vient du Lean, qui s'appelle le SIPOC, prononcé à l'anglaise, ou on peut dire SIPOC, qui veut dire Suppliers, Inputs, Processes, Outputs and Customers. C'est une technique légère, brièvement. Le but, c'est pas de vous montrer comment la utiliser. C'est ça s'arrête jamais. J'ai pas le temps. On verra plus tard. Je suis pas dispo. Cette technique va permettre de cadrer très rapidement le périmètre, les parties prenantes, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, les différentes étapes du processus pour s'assurer que je ne suis pas en train de partir sur un faux sujet, un faux problème ou que je n'ai pas la même compréhension que mon interlocuteur. Ici, on a mis 2 verbatims de personnes qu'on accompagne qui, je leur ai demandé à la fin, mais en quoi tu as progressé grâce à cet accompagnement? Eh bien, on va le lire. Hein. Je ne serais même pas rentré dans le bureau de Marc, qui était son manager. On a changé les prénoms. Là, je me sentais confiant par rapport aux chiffres et informations que nous annoncions. J'ai fait, alors qu'il a fait exactement l'inverse de ce que j'aurais fait naturellement. C'est-à-dire que grâce à ça, au lieu de tomber directement dans la solution, il a dit « je suis parti directement d'un chiffre ». Alors que normalement, j'aurais fait 10 slides avant de donner les chiffres essentiels. C'est-à-dire qu'il a pris son manager, non pas comme son chef qui lui demande de faire des choses, il a pris son chef comme son client. Et que veut mon client? Que veut-il? Ah, j'ai compris ce qu'il veut, j'ai compris ce qu'était la valeur, et bien maintenant j'y réponds. Et bien rien que ça lui a permis d'avoir des retours avec son manager en moins de 10 minutes. Alors qu'avant, il avait 20 minutes, et à la fin, son manager dit « Bon alors, donne-moi le chiffre. » « Oui, c'est ça, bon, c'est bon, attends, j'ai rendez-vous, on se revoit là, on se revoit dans 2 jours. » Voilà. Concrètement, ça a été ça. Pour ceux qui récupéreront le slide, c'est une des techniques légères qu'on partage sur notre site là, du livre. On a mis ici l'ensemble, et Alfred était à côté de moi quand je l'ai fait. Voici le sketch note d'un exemple de comment on a réussi à périmétrer une problématique à travers cet outil. Je ne vais pas vous faire le cours ici, ce n'est pas du tout l'objet, mais vous pouvez le récupérer sur notre site, et il nous reste 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes pour échanger avec vous, si vous voulez nous poser des questions ou pas, ou si vous avez un train à prendre, on va faire comme avec les étudiants, je déclare la séance terminée.